France Inter, il est 9h06. Augustin Trapenard, à vous, Boomerang. Avec des dieux du métal reconnus dans le monde entier, un groupe français, ses piliers Joe et Mario Duplantier, Gojira est dans Boomerang. C'est parti. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Vous connaissez la citation de Nietzsche dans Le Crépuscule des idoles et vous connaissez sans doute encore mieux la chanson parce qu'on la trouve cette phrase chez Jay-Z comme chez Johnny, chez Jennifer, Section d'Assaut, Grand Corps Malade, Kyo. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est devenu ce slogan qui se promène un petit peu partout, des livrets de paroles pop jusqu'au manuel de développement personnel, en passant par à peu près toutes les philosophies de la résilience. Sauf que derrière son optimisme séduisant, ce que dit ce slogan élevé en vérité, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'affaiblissement. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Peut-on faire honnêtement plus culpabilisant à l'heure où plus que jamais, on n'a pas les mêmes armes face à l'adversité, que l'on parle de situation sociale, économique, politique ou même que l'on parle de santé, à l'heure où l'on se sent bien souvent écrasé? Faut-il rappeler que Nietzsche lui-même n'en fait pas un adage ou un aphorisme qui s'adresse à tout le monde? Il parle pour lui et pour une infime catégorie d'êtres supérieurs dont il pense faire partie. Il sait trop bien que ce qui ne nous tue pas ne nous tue pas et c'est déjà ça. Pour ce qui est de la force, on n'a pas les mêmes armes ni les mêmes stratégies. C'est pourquoi je vous pose la question, ne parlez pas de résilience ou de survie, dites-moi ce qui vous rend plus fort aujourd'hui. Boomerang, Augustin Trapenard. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mes invités d'aujourd'hui ont de la force à revendre, considérés par beaucoup comme le groupe de métal le plus important au monde, adoubé par Metallica, doublement nommé aux Grammy Awards, vénéré par un public fidèle et international depuis 25 ans. Leur 7e album, Fortitude, paraît à la fin du mois. Du nerf, de la sueur et de la lumière. Je reçois ce matin ces deux membres fondateurs. Bonjour Joe Duplantier. Bonjour. Bonjour Mario Duplantier. Bonjour. Bonjour Gojira. Tout simplement. Merci de nous inviter. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous donne de la force, vous? Puisqu'après tout, le titre de votre album, c'est Fortitude. Ce qui nous donne de la force, avant tout, j'ai envie de dire, c'est la musique. Jouer de la musique? Écouter de la musique, dans un premier temps. Moi, je me sens soulevé, comme si je touchais plus par terre quand j'écoute un morceau qui me plaît. Et parfois, il faut que je l'écoute 1000 fois pour arriver à décoller encore plus. Donc, écouter de la musique, c'est une des choses les plus puissantes que je connaisse. Et on a ce privilège de dédier notre vie à faire de la musique et du coup à partager ça avec les autres. Et quand est-ce que vous avez compris, Mario, par exemple, que la musique, celle que vous jouez, mais aussi celle que vous écoutez, avait ce pouvoir-là, cette énergie-là, cette puissance-là? Je dirais que moi j'ai eu un premier déclic, j'ai eu un choc, une expérience très très forte. C'était quand j'avais 12 ans. Je ne m'intéressais qu'au sport. Toute ma vie, c'était le foot, le tennis. Et j'étais très 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 loin de la musique, quoi. Et je me souviens que Joe me harcelait, justement. C'était presque de la persécution. C'est-à-dire que c'est votre grand frère, donc c'est normal. On l'a tous vécu, j'en ai deux, moi, personnellement. Et il m'a fait écouter Metallica et un jour, j'allais très précisément à la gare de Bayonne. J'étais dans la voiture avec ma mère et mon frère. Et mon frère a mis cette chanson de Metallica qui s'appelle Orion. Et j'ai senti des vibrations dans tout mon corps. Je me suis senti... ça picotait de partout. Chez vous aussi, c'était le déclic, Metallica, Joe? Oui, pour le métal, c'était complètement Metallica, ouais. Qui m'a fait basculer à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans, du piano classique, ragtime, jazz, vers le métal. Et rien que le métal. Le métal qui rend fort, qui rend puissant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rester fort aujourd'hui, plus que jamais? Alors, le titre de l'album, c'est Fortitude, donc il y a une toute petite nuance quand même, peut-être à souligner, c'est que c'est la force dans l'adversité, c'est lorsque la rivière coule trop fort et qu'il faut rester debout, c'est lorsque on veut monter la montagne et qu'il y a de la neige qui nous tombe sur la gueule, quand on persiste et qu'on perdure, et qu'on se sent faible. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on veut évoquer dans cet album, qu'on partage la souffrance humaine avec tous nos sœurs et nos frères humains, et qu'on a envie d'insuffler du positivisme et de l'électricité. Dans ce sens, sortir un disque en ce moment, dans une période aussi particulière, c'est important? Oui.
C'est très important pour nous, et même si effectivement stratégiquement et commercialement c'est pas la chose à faire, puisqu'on a besoin en général de tourner pour promouvoir un disque. On sait que les gens ont absolument besoin de culture, ont besoin de musique, ont besoin de se sortir de leur quotidien. Et d'engagement aussi. Ce qu'il faut rappeler quand même chez Gojira, c'est que depuis le début, votre musique est traversée par une sensibilité écologique très affirmée. Je pense au titre par exemple Amazonia qu'on écoutera tout à l'heure, sur la déforestation qui vient de paraître, mais aussi aux albums Magma, L'Enfant Sauvage, From Mars to Sirius. Au fond, que peut la musique? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une chanson? On peut inspirer, on peut fédérer aussi. Et effectivement, on note que la communauté métal est très soudée, très vivante, très consciente, très intéressée et curieuse. Et cette sensibilité à l'environnement, quand est-ce qu'elle est née, Joe, Mario Duplantier? On a grandi près de la mer. On a grandi dans un petit village Ondre, au sud des Landes. On allait à la plage, quoi. Ouais. Et quand on était petit, on allait sur la plage, on voyait des gros cailloux noirs. On se disait, mais c'est quoi ces cailloux noirs? En fait, c'était du pétrole, quoi. Donc on a vite vu, Mario a eu des problèmes, Mario qui était tout le temps dans les vagues en train de surfer dès son plus jeune âge, a eu des problèmes d'oreilles à cause de la pollution qu'il y a dans l'eau. On voyait des tonnes de plastique quand les plages ne sont pas nettoyées l'hiver dans une station balnéaire comme la nôtre. C'est vraiment incroyable le spectacle qu'on voit. On y est complètement habitué, mais c'est des tonnes et des tonnes de plastique déversées sur les plages. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que face à l'urgence qu'il y a à défendre l'environnement, j'ai l'impression que vous ne sombrez jamais dans le fatalisme, vous. À l'heure où l'Assemblée nationale examine le projet de loi climat et résilience, quel regard est-ce que vous portez, vous, sur l'action menée par la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique? Il y a des bonnes choses qui sont faites, mais je pense que c'est toujours trop lent, quoi. C'est trop peu, c'est trop lent, c'est trop timide, ça veut trop plaire à l'électorat et du coup on avance trop lentement. Il faudrait des mesures un peu plus radicales pour changer les choses. Oui, et j'ai l'impression que pour vous, je parle sous votre contrôle, hein, les solutions elles sont ailleurs. En fait, elles doivent venir des individus. Je pense tout de suite à un titre de votre nouveau disque qui s'appelle Born to One Thing, né pour une chose. Pourquoi est-ce que vous avez le sentiment d'être né? Tiens. On est né pour faire ce qu'on fait. C'est marrant parce que ce titre, il a double, voire triple sens, mais il y a une réflexion philosophique derrière qui dit on est né pour une chose, c'est d'affronter la peur de mourir, la peur de disparaître, et du coup la condition primordiale humaine, quoi. Donc ça parle de dompter cette peur. Mais nous, on est né pour une chose, c'est pour jouer du métal. Vous avez toujours su que vous étiez né pour faire la même chose, Mario Duplantier? Non, comme je disais, moi au début j'étais j'aimais pas forcément la musique pour moi, et même la musique qu'écoutait Joe, ça me paraissait extrêmement bruyant. J'étais dérangé au début, c'est ça qui est fou. Pour comprendre le métal, pour comprendre la musique en général, il faut des clés, il faut décoder. C'est complexe, hein. Cette musique est complexe, c'est un mur de son, il y a des fréquences qui font mal et tout ça, mais par contre, quand on pénètre ce milieu, c'est incroyable la richesse qu'on y trouve. J'ai envie de la décrypter avec vous. Joe et Mario Duplantier du groupe Gojira, invités de Boomerang ce matin pour parler d'un genre qu'on n'a pour ainsi dire jamais exploré dans cette émission, le death metal. Qu'est-ce qui caractérise ce genre d'un point de vue technique, d'un point de vue rythmique, mélodique, harmonique pour vous? Alors c'est vrai qu'on vient vraiment du death metal, c'est le métal de la mort. Ça paraît très très carnavalesque, très un peu sombre aussi. Très sombre évidemment. Mais en fait, c'est un tas de gens sensibles, fans de jazz ou de musique classique ou de choses pointues qui se retrouvent dans cette communauté qui est où il y a une certaine violence dans la musique, mais qui est souvent, la violence est souvent quelque chose qui est exprimé par des gens qui ont ressenti une violence, donc par définition qui sont quand même sensibles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés autour du métal qui peuvent partir en éclats. Si vous partez en tournée avec nous un jour, vous allez voir, être très surpris. Et vous dites souvent que c'est de la dentelle, cette musique précisément. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il y a une technicité dans le death metal. C'est fou. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de connaissances musicales, il faut comprendre le rythme. Et c'est là où, justement, ça fait penser au jazz. Nous, pour arriver à jouer un morceau de qualité, il faut qu'on travaille beaucoup. Mais cette sophistication, en fait, elle n'est pas sans rappeler celle de la musique classique aussi. Quel est le lien pour vous entre le classique et le métal? Alors, c'est que le lien, pour moi, qui est évident, c'est une musique qui est composée. C'est une musique composée. C'est pas une musique de bœuf, comme on dit, oui. De jam. C'est pas une musique en 4/4. Ah, c'est bon, j'ai compris la clé. Allez hop, on joue. Et on peut pas juste se joindre au groupe et faire un petit solo par-dessus. En métal, non, c'est une espèce de construction, de course frénétique comme ça, comme le classique peut l'être, où tout d'un coup il y a un mouvement qui change comme ça, ou qui vacille, où il y a un temps qui est mangé exprès pour créer un contre-pied, un basculement, et des dissonances qui sont étudiées de façon, voilà, nous on est fous de dissonance. Le death metal pousse l'art de la dissonance encore plus loin que le classique, parce que le classique c'est beaucoup sur des harmonies, des contrepoints et tout ça. Mais il y a vraiment une exigence et une forme, en fait, ça a une forme assez similaire, c'est-à-dire que c'est une musique composée, c'est pas une musique de jam. C'est intéressant, c'est un peu ce que disait Mario tout à l'heure, c'est pas une musique facile d'accès. Non, c'est pas facile. Non. Il y a aussi la vélocité, c'est une musique qui va très vite, qui se joue très vite, et du coup il y a un rapport au corps qui est très musclé. Moi, en tant que batteur, je suis obligé de pousser les limites pour justement arriver à jouer cette musique, et du coup je dois, maintenant que je suis un professionnel, je dois m'entretenir physiquement. Mario racontait à quel point ça avait pris du temps en fait pour rentrer dans le métal. Vous aussi, Joe, il a fallu l'apprendre, oui. Cette musique. Ça m'a pris du temps. Je suis avant tout un amoureux de musique. Dès mon plus jeune âge, j'ai une attraction pour les instruments, notamment les instruments classiques, bizarrement, les pianos, les accordéons, toutes les choses qui sonnent par eux-mêmes, quoi, pas des instruments amplifiés. J'étais vraiment, s'il y avait un piano dans une pièce, dès l'âge de 4 ans, j'avais mes yeux rivés sur le piano mais à l'âge de 14 ans, alors que j'avais déjà 7 ans de piano dans les pattes et tout, mon très mauvais élève en piano, mais quand même très passionné, mon cousin qui ne faisait que écouter Metallica, Slayer, Iron Maiden à longueur de journée tous les étés, je dis mais c'est quoi ce bruit? Il m'a dit attends, tu comprends pas, viens. Et là, en fait, il m'a fait écouter un morceau où il y avait une intro un peu classique, jouée à la guitare classique, et après ça c'est un morceau de Metallica qui s'appelle Fade to Black sur l'album Ride the Lightning, et il me l'a fait écouter plusieurs fois, et en fait j'ai commencé à vraiment apprécier cette intro. J'ai commencé à essayer à la jouer à la guitare, il m'apprenait la guitare à l'époque, et tout d'un coup je me suis fait choper par le reste du morceau, que du coup j'ai été forcé d'écouter 20-30 fois. Et là, c'était fini, quoi. Et dites-moi, il est devenu quoi, ce cousin? C'est votre premier fan? Il vient nous voir en concert, il adore, il s'appelle Bastien Duplantier, et il est génial. Juste pour comprendre de quoi il retourne Gojira pour les auditeurs et les auditrices de Boomerang, c'est d'abord ça. C'est Stranded sur l'album Magma, mais Gojira c'est aussi un enfant sauvage. C'est aussi des baleines volantes. Je
souhaiterais que les auditeurs et les auditrices voient la concentration, la précision de cette dentelle que vous êtes en train de rejouer devant nous, Joe et Mario, du Plantier, du groupe Gojira. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'avec Fortitude, le nouvel album, vous prenez un peu le contre-pied des titres que vous avez réalisés précédemment. Vous dites que vous avez voulu aller vers plus de simplicité. À quoi ça tient, la simplicité d'un morceau de Gojira ? Mais en fait, c'est marrant parce que on a toujours ce but, je trouve, de simplifier. On a commencé avec une musique très 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 baroque, des morceaux très baroques, très compliqués, avec des changements dans tous les sens, comme si on était ultra excité de découvrir tous les codes de ce style. Et depuis, c'est-à-dire on a commencé, c'était en 1998. Je sais pas, c'est plus dramatique de le dire comme ça. Et 96. Oui. 96, mesdames et messieurs. Et depuis 96, en fait, on ne fait qu'enlever des couches, en fait, pour se rapprocher de l'essence de ce qu'on veut dire. Où est-ce qu'on veut aller? Elle est où cette puissance, en fait? Parce que ça, c'est pas nécessaire. On ne fait qu'enlever des couches. Est-ce qu'il y avait auparavant la tentation de l'exploit, du morceau de bravoure aussi? Puisqu'on a compris à quel point cette musique était complexe. Oui, bien sûr, mais ça va aussi avec nos personnalités, c'est-à-dire que on a aussi envie de lâcher des choses en grandissant. Et c'est vrai que plus on s'équilibre aussi en tant qu'homme, plus notre musique s'équilibre. C'est-à-dire que moi, j'ai moins de colère que quand j'ai commencé le groupe, j'avais 14 ans. J'étais un adolescent assez énervé et assez contrarié au final. Dans quelle galère vous l'avez emmené? Il avait des grosses joues. J'avais des grosses joues, ouais. Moi, je ferai jamais d'émission avec mon frère, je vous le dis direct. Ouais. Catastrophe. C'est intéressant ce que disait Joe tout à l'heure sur la puissance, cette autre puissance. Qu'est-ce qui fait pour vous, Mario, la puissance d'un morceau? La puissance, c'est quand on est tous à l'unisson. Quand les 4 musiciens jouent parfaitement synchronisés. Je trouve qu'il y a une puissance sonore. La puissance, c'est ça. C'est aussi l'intention derrière un morceau. C'est l'énergie qu'on y met aussi. Oui, vous parliez tout à l'heure de l'effet que ça produit sur le corps. Oui, complètement. Mais je le sens quand, comme je disais tout à l'heure, quand j'écoute une musique qui me plaît, quoi, vraiment, je me sens plus léger. Je sors d'un concert, je suis plus léger, car j'ai perdu 3 kilos. Alors, je perds peut-être pas 3 kilos, mais pas loin. Mais moi, je perds 3 kilos, ouais. Mario, je pense qu'il perd 3 kilos de sueur. Et Jean-Michel, notre bassiste, il se démonte sur scène. Ouais. À la fin, il prend son jean. Il les sort au-dessus d'une poubelle et c'est les chutes du Niagara, quoi. Et je parle de son jean. Alors moi, je sors mon jean, il y a rien qui sort. Je sais pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en slip sur le. Ouais, après le concert. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se donne énormément sur scène. C'est très physique. Ça veut dire que la musique, c'est toujours une expérience physique, c'est ça? Oui, bien sûr. Ouais. C'est des trans. Hein. On vit des trans à chaque concert. Après, suivant l'adrénaline, il y a des concerts qui sont plus ou moins difficiles, d'autres qui sont complètement réussis. Mais il y a toujours cette adrénaline très puissante. Et cette transe physique, c'est jouissif. Hein. C'est intéressant le mot transe, parce que ça renvoie à quelque chose de presque mystique ici. Oui. C'est tout à fait le mot, trans. Ouais. Et c'est là qu'on rejoint, même si on vient plutôt d'une tradition de musique classique, donc dans le format de l'écriture, mais il y a quand même, là où on va rejoindre les percussions africaines, ou les wave parties, les rave parties, pardon, de la musique techno. On a ça dans notre musique aussi. Donc c'est le premier chakra, c'est l'ancrage dans la terre, les racines qui sont renforcées et activées par les rythmes primitifs. Des fois, on pleure sur scène sur des fins de morceaux à rallonge. C'est vrai. Ou sur l'album, c'est une partie qui dure 30 secondes et tout d'un coup, ça va durer 7 minutes sur scène, une fin de morceau. Donc il y a des moments, j'entends Mario dans mes retours et je sais qu'il est en transe. Parce que tout d'un coup, il commence à faire un truc où, oula, c'est bizarre ça, et c'est génial. Et tout d'un coup, j'ai des frissons partout. Des fois, on se met à jouer, et en fait, l'émotion de chacun travaille et tout. Et donc, dans les concerts, on s'assure d'avoir des moments de transe. C'est-à-dire des moments où on n'a pas vraiment, tout d'un coup, on lâche l'écriture du truc, et on se dit, quand il fait son break, hop, c'est fini, mais jusqu'à ce qu'il fasse son break, on est tous dans un truc. Cette émotion, elle est partagée avec le public. Vous les voyez pleurer, par exemple? Oui, ça arrive, ouais. Ça s'opère sur les gens. Si vraiment il y a la configuration ou les vibrations de la musique
se synchronise avec le son qu'on a dans nos retours. Des fois, il y a une espèce de moment de magie où ce qui crée un espèce de tourbillon d'énergie incroyable. Et en général, après, on est connecté aux gens aussi. Moi, en tant que batteur, par exemple, je suis un petit peu, des fois, j'ai ce rôle de chef d'orchestre. J'analyse aussi ce qui se passe dans la salle. Je sens des fois qu'il y a comme un mouvement, comme une vague, et le public rentre avec nous en transe, et c'est un jeu en fait. On va voir dans quel état ça meurt, qu'est-ce que je vous dise. Et les auditeurs de Boomerang aussi, on écoute Amazonia, extrait de votre nouvel album Fortitude qui paraîtra donc à la fin du mois. Et c'est comme toujours un événement, vous êtes sur France Inter avec Joe et Mario Duplantier du groupe Gojira. Vous écoutez Boomerang, évidemment. Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard. Ouais, c'est-à-dire qu'on est quelque part entre les chevaliers du Zodiaque, D'Artagnan et son double, et deux loups-garous véganes, le cheveu capé d'épée, l'œil fleuret moucheté, le calme, la sérénité des bonzes népalais. Rien ne laisse deviner la fureur tellurique qui s'empare d'eux lorsqu'ils se mettent à jouer tout en cheveux. Ce matin, Joe et Mario Duplantier du groupe Gojira, invités de Boomerang, à 3 semaines de la sortie de ce nouvel album Fortitude, et j'aimerais qu'on parle un petit peu de voix, parce que quand même, c'est ce qui frappe quand on vous écoute, cette manière, Joe Duplantier, de poser votre voix. Comment on fait précisément? Parce que on fait tous les deux des métiers de voix, oui. Et honnêtement, si jamais je fais ça pendant ne serait-ce que 10 minutes, oui, je fais plus de radio pendant 2 semaines. T'as une maîtrise de ta voix qui est impressionnante. Ouais, c'est impeccable. Ouais. On discute comme ça, tout d'un coup, tu parles au micro, c'est mais vous produit quoi. Comment vous faites?
pour la produire, justement? Moi, je produis rien du tout. Il me faut des compresseurs pour produire ma voix parce que je suis complètement, c'est décontrôlé un peu. Il y a beaucoup de chanteurs de métal qui ont un volume qui sort de leur bouche qui est pas si fort que ça, mais qui est impressionnant. Moi, je hurle à m'en faire mal, quoi. Et donc c'est un peu, mais je commence à avoir une technique au bout de 25 ans qui me permet d'arrondir les angles. Mais vous avez toujours chanté comme ça, même en classe de musique au collège quand vous chantiez le Sud de Nino Ferrer? Parce que moi, j'ai envie d'entendre la cover, là. Le collège, on a eu droit qu'au pipeau, au collège, donc, la flûte à bec, vous êtes vache, on a le même âge, hein, moi. La flûte à bec, c'est bon, j'en ai bouffé, non. Et pourtant, Mario, aujourd'hui, c'est devenu un instrument, la voix de votre frère Joe. Oui, c'est un instrument. Non, parce que là, il en parle comme ça, mais il a une maîtrise quand même impeccable. Je sais. Il a des techniques pour se chauffer aussi. Il est très organisé, très discipliné. Mais attendez, parce que c'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure. Quelles sont les techniques pour vous chauffer la voix? Faites-moi, montrez-moi. Non, mais Merveilleux. Ça, c'est des chants de gorge, tu vois, tibétains. Enfin, ça, c'est un truc qu'on a appris. D'ailleurs, une fois, on a fait une collaboration avec des musiciens qui venaient de Mongolie. Ouais. Donc là, c'est pas comme ça que je chante d'habitude. Mais dans Amazonia, il y a un passage qui est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un instrument, un didgeridoo ou quoi, mais en fait, c'est vraiment de la voix. Et ça m'aide beaucoup pour me chauffer. Mais comment vous avez fait pour ne pas la perdre, cette voix, en 25 ans? Alors, c'est beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut beaucoup dormir. Oui. Chose que j'ai du mal à faire, dormir. Boire de l'eau, ça va. Je bois mes 2 litres par jour facilement en tournée. Et puis, il faut se chauffer et se déchauffer après le concert. Vous l'avez vu évoluer quand même, cette voix? Vous avez progressé? J'ai progressé, mais j'ai plus le même timbre qu'avant, qui était intéressant, un petit peu cassé, un peu éraillé. Maintenant, je suis plus âgé aussi, donc j'ai d'autres contraintes, mais je pense j'ai progressé en maîtrise. Progresser en tant que musicien, pour vous également, Mario, qui êtes batteur, Oui. Ça consiste en quoi? Je pense qu'il y a une maturité personnelle qui fait que mon jeu de batterie évolue, progresse. C'est aussi mon rapport à l'écriture, à la composition. Je me place différemment. Avant, c'est vrai que j'avais très envie de démontrer, d'être très démonstratif. La technique me fascinait. Maintenant, c'est plus servir la musique qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la batterie au départ? C'était très instinctif. C'est la batterie qui hein. l'a choisi. C'est la batterie qui m'a choisi, ouais. Ouais, c'est vrai. Il tapait sur des casseroles et des assiettes toute la journée. Je disais, mais il lui faut une batterie. Et d'ailleurs, c'est ma mère qui est rentrée dans ma chambre et qui a dit, Mario, est-ce que tu veux que je t'achète une batterie? J'ai fait, mais maman, on n'a pas les moyens. Oh. Normalement, c'est l'inverse. Et vous l'avez eu, la batterie? Ouais, on y est allé, on est allé au magasin, ouais. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un jeu de batterie, Mario Duplantier? C'est le groove, la musicalité. C'est aussi la manière dont on tient ses baguettes, la pression aussi. Si on serre trop fort une baguette, la vibration ne se déplace pas. On parlait de simplicité tout à l'heure. Ringo Starr, par exemple, je sais que vous l'admirez. Oui, c'est un génie parce que justement, il sert la composition et c'est pas pour rien que les Beatles sont devenus le plus grand groupe de la planète. C'est aussi par le jeu de Ringo Starr. Il est au service de la composition. C'est-à-dire qu'il ne cache pas la voix, il ne cache pas la guitare, mais quand il se fait entendre, il se fait entendre. Puis il raconte une histoire, quoi. Il raconte une histoire, ouais. Son Charlie. Et là, vous me voyez venir. Lars de Metallica. Quel batteur est-ce que c'est? C'est un excellent compositeur. La batterie dans les premiers albums de Metallica, c'est juste du génie absolu. Et après, c'est un showman. Alors, maintenant, il y a polémique sur son niveau aujourd'hui. C'est vrai que je pense qu'il pratique un petit peu moins qu'avant. Mais ça reste un showman exemplaire. C'est-à-dire que quand il est sur scène, il tient un stade. Il se lève, sa gestuelle, la manière dont il va regarder les personnes, on est tous foudroyés, quoi. Et quand vous pensez à Metallica, justement, quand vous pensez à lui en particulier, quel morceau, quel passage vient tout de suite vous taquiner l'oreille, là? Orion. Oui, pour moi, c'est Orion. Le tout premier, ouais. Mais Orion, c'est sur l'album Master of Puppets. Ouais. Qui est considéré comme par beaucoup comme leur chef-d'œuvre ultime, quoi, un petit peu. Et c'est vrai que cet album, il y a 8 morceaux. C'est pas beaucoup, 8 morceaux sur un album, mais il y a tellement de choses qui se passent dedans et c'est tellement beau et il y a un son tellement personnel et tellement de trucs. C'est un groupe qui a tellement compté pour vous, pour le groupe Gojira. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec eux? Alors maintenant, on est potes avec eux. Ce qui est complètement incroyable parce que notre rêve ultime, c'était juste ne serait-ce de partir en tournée avec eux un jour quand on a commencé.
Et on se les répétait presque comme un mantra. Ouais, un jour on va jouer avec Metallica. Et on comme pour s'auto-persuader, sans y croire complètement, mais une partie de nous se disait pourquoi pas, hein, tout est possible. Mais c'est vrai que quand je le remets dans le contexte, un groupe, on avait entre 14 et 18 ans, on était dans les Landes, dans le sud des Landes, à la frontière du Pays Basque, et puis on n'arrêtait pas de dire un jour on jouera avec Metallica. Mais si on nous entendait de l'extérieur, on aurait peut-être cru qu'on était fous. Mais... Ouais. Par ailleurs, c'est intéressant de voir comme le statut du métal a évolué entre le moment où vous avez commencé à jouer et aujourd'hui. Au milieu des années 90, à vos débuts, la France et la musique métal, ça faisait deux quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Il y avait des petits mouvements comme ça à droite à gauche. Il y avait une scène bordelaise qui était intéressante. Il y avait des super groupes dans les années 90. Des trucs un peu post-rock. Il y a des mecs qui ont repris un peu le mouvement Rage Against the Machine à un moment, qui ont amené un truc incroyable au début des années 90. Il y a des gens qui ont repris ça un petit peu en France. Tu te rappelles, il y avait un trio là qui faisait un truc, je me rappelle plus leur nom. Mais il y avait Loud Blast, il y avait No Return, il y avait Massacre. Voilà. Il y avait des trucs il y avait des super groupes dans les années 90 qui existent toujours. Et qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça a tourné? Et à quel moment? Vous l'avez senti, ça? Je pense que l'essor d'Internet, le fait aussi que les informations se diffusent plus facilement. On a été plus vite influencé aussi par les groupes américains, anglais. On a plus décelé les codes du style. On a su comment avoir des prods un peu plus léchés, plus atomiques aussi. Ouais. C'est vrai, cette approche du son. Aujourd'hui, tout le monde a un gros son. Alors qu'à l'époque, c'était un espèce de mystère qui venait des États-Unis. Pourquoi le gros son venait toujours des États-Unis ou de Scandinavie? Et maintenant, les groupes français ont un son énorme. Le son de Gojira, il est gros, on l'a compris, là. On l'a entendu. Et je pense aussi, évidemment, au succès d'un festival comme le Hellfest, qui malheureusement a dû être annulé pour la 2e année consécutive, compte tenu des mesures sanitaires qui imposeront au public de rester assis pendant les concerts. Vous auriez pu, vous, jouer devant un public assis? Moi, ça me coupe tout. Quand tout le monde est assis, c'est difficile. On a fait un concert qui était hyper important pour nous parce que c'était notre 1000e concert. C'était à Red Rocks, à Denver, dans le Colorado. Et c'est un parc national où il y a des pierres qui jaillissent du tréfonds de la planète. C'est dans le sommet d'une montagne. Et ce soir-là, il y avait une pleine lune rouge ou je sais pas quoi. Les roches étaient rouges aussi. Mais c'était un jour incroyable. Mais tout le monde était assis. Et il montait comme ça en vague devant nous. Et en fait, quand ça bouge pas, quand on voit pas nous, c'est un peu, il faut qu'on donne plus. Donc c'est pas facile. Je suis pas très fan des publics assis pour moi. Mais le Hellfest a contribué aussi à populariser le métal en France. Et ce qu'ils font, c'est tout simplement incroyable, quoi. Pourquoi est-ce que vous résistez jamais à l'envie de vous lever, tous les deux? Parce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire, en fait. C'est vrai. D'ailleurs, en studio, c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, c'est qu'en studio, je me pose toujours la question, Mario n'a pas le choix, il est assis derrière sa batterie, mais moi, quand je fais des prises de guitare, soit je suis assis et je vais être un peu plus précis parce que je vais être plus confort, mais soit je suis debout et il y aura une énergie un peu différente parce que je suis debout et du coup je bouge. Donc ça va être moins précis, mais il y aura plus d'énergie dans mon jeu. Peut-être que je fasse de la radio debout, moi. Mais ça changerait tout. Ça changerait tout. Grâce à Gojira. Merci tellement, Joe et Mario. Gojira, donc, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Fortitude, votre nouvel album, sort à la fin du mois, qu'il n'est pas trop tard pour participer à la vente aux enchères que vous organisez au profit de l'ONG APIB, Assemblée des peuples indigènes du Brésil, et qu'on espère évidemment vous revoir très bientôt en concert. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers. Ça va, Sonia? Ah mais ça va bien, Augustin. Salut et à demain.